Bonjour, alors aujourd'hui on va aborder un problème. À l'heure où j'ai écrit ces lignes, on est le 13 septembre 2020 et je viens d'assister à quelque chose de terrible. Pas seulement parce que j'ai pas apprécié ce que j'ai vu, non loin de là, sinon j'aurais absolument pas fait une vidéo, mais tout simplement parce que j'ai assisté à un fiasco de production. Bref, en gros, vous l'avez compris, je viens de sortir d'une séance des Nouveaux Mutants. Et putain. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de creuser et en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses intéressantes à découvrir sur le pourquoi du comment, qu'est-ce qui a mené à ce film. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce chromique. Voilà, tout simplement. 2021, ça sera absolument pas l'année où je vais m'améliorer sur les intros. Donc, générique. Avant de venir sur le film ou sur un projet de film en lui-même, on va parler des Nouveaux Mutants et qui ils sont dans les comics. Tout commence pendant que notre cher Xavier est un peu en PLS. Il croit en effet que tous les X-Men sont morts après un drame. On le convainc alors de rouvrir l'école des X-Men après que Reed Richards ait averti celui-ci d'un problème. Il a fait la rencontre d'une jeune mutante, Shan Koyman, qui manque de contrôle sur ses pouvoirs de possession des autres. Xavier la prendra alors sous son aile, mais plus tard, une amie proche et acolyte de Xavier, Moira McTaggart, fera la rencontre de Rahne Sinclair, une mutante lycanthrope ayant donc la capacité de se transformer en loup. Moira ramènera donc Rahne avec elle et elle sera elle aussi prise sous la tutelle de Xavier. Donc là pour l'instant on a deux jeunes mutants, Karma qui est donc l'alias de Shan et Felina qui est donc l'alias de Rahne. Mais ces deux-là resteront pas seuls longtemps puisque Xavier sera contacté par le grand-père de Daniel Moonstar qui elle aussi manque de maîtrise sur ses pouvoirs. Sauf que malheureusement Danny, donc Daniel Moonstar, verra son grand-père périr sous les coups d'homme de main de Donald Pierce, qui lui a comme plan d'utiliser les mutants pour son intérêt personnel. Moonstar accepte alors de rejoindre Xavier pour se venger de ce salaud de Pierce, que vous avez d'ailleurs pu voir dans le film Logan sous les traits de Boyd Holbrook pour la petite anecdote. Du coup, d'un côté il y a Xavier et de l'autre il y a Pierce qui ont le même plan, chercher deux mutants, un localisé au Brésil et l'autre au Kentucky. Xavier et Felina prit alors contact avec Sam Guthrie, le mutant du Kentucky, tandis que Moonstar et Karma se rendirent au Brésil pour repérer Roberto da Costa. Sauf que des deux côtés, rien ne se passe comme prévu. Xavier et Rahne furent pris par surprise parce qu'en effet, Sam Guthrie travaillait en fait pour Donald Pierce, donc du coup il capture Xavier, tandis qu'au Brésil, les hommes de main de Donald Pierce tueront la petite amie de Roberto da Costa. Mais bon, heureusement, après la libération de Xavier par les Nouveaux Mutants, Sam rejoindra l'équipe après s'être rendu compte que Pierce était quand même un sacré salaud, et tout qui est bien qui finit bien, les Nouveaux Mutants se forment dans l'école Xavier et elle comporte entre autres à cette époque Rahne Sinclair et Felina, mutante pouvant se transformer en loup ou en forme hybride, ayant la capacité de tripler sa masse musculaire et ayant une vitesse incroyable ainsi que des sens se rapprochant de ceux d'un loup. Daniel Moonstar aka Psyche, mutante qui a un pouvoir de fou que j'adore personnellement qui fait qu'elle peut créer des illusions inspirant les plus grandes peurs ou les plus grands désirs de ses cibles. Donc c'est plutôt cheaté, mais en plus de ça elle peut sentir quand la mort approche et même communiquer via télépathie avec les animaux, ce qui l'a permis grandement de se rapprocher de Rahne. Shan Koyman aka Karma, mutante dotée de pouvoirs télépathiques lui permettant de prendre possession de l'esprit des autres. Samuel Guthrie aka Rocket, mutant pouvant se propulser à une vitesse incroyable et pouvant tirer des rayons d'énergie lui donnant une super force surhumaine. Roberto da Costa aka Solar qui déjà a le pouvoir d'être un fils de millionnaire, donc ça c'est cool mais bon c'est du vu et revu, hein. Regardez, Edward Norton a le même pouvoir et pourtant ça l'a pas empêché de se faire virer du MCU. Mais par contre en plus de ça il a la capacité mutante d'absorber l'énergie solaire et il peut la manier pour augmenter sa puissance. Il peut aussi projeter des rayons d'énergie solaire et devient noir lorsqu'il utilise ses capacités, absorbant toute la lumière autour de lui. Et ce ne sont pas les seuls mutants puisque plus tard d'autres mutants rejoindront l'équipe et parmi les autres il y a Eliana Rasputin aka Magic, mutante sœur de Colossus et qui elle aussi a des pouvoirs beaucoup trop cool que j'adore tout simplement, donc je vais vite fait raconter un peu les bails quoi. Elle est capable de maîtriser la magie noire grâce à un certain Belasco. Josiane? Donc elle est capable du coup de maîtriser la magie noire grâce à Belasco, un sorcier et ancien souverain des limbes, qui est une dimension magique démoniaque, et qui lui a du coup enseigné la magie noire quand il l'a kidnappé à l'âge de 7 ans. On est sur une super ambiance. Elle est aussi également capable de maîtriser la magie blanche, faisant de la magie d'Eliana Rasputin une magie unique puisque c'est un mélange entre la magie noire et la magie blanche. Ce qui fait qu'elle peut donc du coup lancer des énormes rafales d'énergie, projeter sa forme astrale, lancer des charmes et des sorts, mais c'est pas tout car elle est également devenue la sorcière suprême des limbes, endroit dans lequel elle peut se téléporter à sa guise, seule ou accompagnée, grâce à des disques de téléportation. Et en faisant ça, elle peut donc se slash TP pour traverser des dimensions interstellaires, des dimensions parallèles, ou encore mieux, pour voyager dans le temps. Oui, du coup c'est giga badass et si vous croyez que c'est fini, bah non.
Car en plus de ça, Eliana est une excellente combattante et elle est la détentrice de l'épée de l'âme qu'elle peut invoquer et qui est reliée du coup à son âme. Avec ça, elle peut détruire du coup toute forme magique et en plus quand même elle est assez stylée avec puisque cette épée de l'âme recouvre une part de sa porteuse d'une armure magique. Bref, elle est capable de beaucoup de choses, elle est vraiment surpuissante, mais on va pas s'attarder plus longtemps sur son cas et on va directement passer à ce qui nous intéresse, l'idée d'un projet de film des Nouveaux Mutants. L'idée d'un film centré sur les Nouveaux Mutants date de 2015. Le réalisateur Josh Boone, que vous connaissez sans doute à cause ou grâce, hein, ça c'est vous qui voyez, de Nos Étoiles Contraires. Alors pour info, les cigarettes ne sont dangereuses que si on les allume. Tu prends l'agent destructeur, tu le places entre tes dents, mais tu lui donnes pas le pouvoir de te détruire. C'est si beau ce que tu viens de dire. Souhaite proposer quelque chose de nouveau à la Fox, une idée de film d'horreur dans l'univers cinématographique X-Men qui existe depuis 2000, soit 15 ans à l'heure où l'idée est proposée. Pour se situer, on est après la sortie de l'excellent Day of the Future Past et avant la sortie de l'opus Apocalypse qui sortira en 2016. Donc on n'est pas encore au moment où l'univers connaît une sorte de lassitude, comme actuellement où c'est un peu le bordel après la sortie du terrible X-Men Dark Phoenix qui a floppé tous ses morts en rapportant seulement 252 442 974 dollars pour un budget initial de 200 millions de dollars. Alors oui, bon ok, vous allez me dire c'est un peu rentable, hein, mais c'est rien, mais vraiment rien par rapport aux autres films de la saga X-Men. Vraiment, vous savez quoi, on va prendre un petit tableau et on va noter tout plein de chiffres. Hein. On va prendre un exemple. Le chef-d'œuvre Logan, qui lui a eu un budget de 97 millions de dollars, a rapporté 616 795 600 dollars au box-office. Donc oui, c'est colossal. Mais sinon, si on arrête de tricher et qu'on reste dans les opus titrés X-Men, le volet précédent Apocalypse a rapporté pour un budget de 178 millions de dollars la très modique somme de 543 934 787 dollars. Et ça fait beaucoup de chiffres, mais comme j'adore dire des gros chiffres, je me suis muni d'une calculatrice et d'un peu de patience pour vous situer un peu le chiffre moyen de rentabilité d'un film X-Men. Comme ça, vous allez voir à quel point Dark Phoenix est un flop monumental pour un épisode d'une telle saga. Et aussi parce que ça risque d'être important pour la suite. Bref, de 2000 à 2018, le film le moins rentable est X-Men le commencement. Avec un budget de 160 millions de dollars, l'opus rapportera 353 millions et des brouettes au box-office mondial pour une rentabilité de 193 624 124 dollars. Ce qui est un chiffre pas honteux du tout, mais un peu loin des autres parce qu'en général, du moins pour les 5 films les moins rentables avant celui-là, on est sur des chiffres quand même un peu plus hauts, avec notamment le premier X-Men qui a rapporté 221 339 527 dollars au cinéma et X-Men 2 qui a rapporté quant à lui 297 711 549 dollars. Entre les deux, on retrouve du coup X-Men Origin Wolverine qui ramène du 223 62 864. Ensuite, on a X-Men l'affrontement final qui rapporte du 249 359 555 dollars. Et enfin, Wolverine le combat de l'immortel qui est là avec un 294 828 246 plutôt honorable dollars. Au-dessus de ces films, on retrouve un cinquième, X-Men Apocalypse, qui sera rentable de 365 millions de dollars et même on peut se rapprocher de 366 millions si on voit le chiffre entier. Ensuite, en quatrième, on a le magnifique Logan qui est dans la place avec 519 595 600 dollars. Et là, on parle toujours de rentabilité, hein, bien sûr. En troisième, on a Wolverine Days of the Future Past, qui pour lui, hein, du coup je suis un peu plus sur le cul parce que en fait si vous voulez le budget du film change selon la source, c'est un peu chiant, donc du coup on est entre 200 millions et 205 millions de dollars. Il y a même des sources qui disent 250 millions de dollars, mais bon ça je suis quasiment pas sûr vu que les sources qui reviennent le plus c'est 200 millions et 205 millions. Donc du coup on va quand même prendre ce chiffre en compte, ce qui fait qu'on est entre 500 millions et 547 862 775 dollars. Donc tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le budget marqué sur Wikipédia qui est 200 millions USD, hein, on va pas se faire chier. Ce qui fait que Days of the Future Past est en troisième et que les deux premières places sont prises par les deux films Deadpool qui ont à eux deux récolté 1 358 761 186 dollars. C'est beaucoup, oui. Ce qui fait donc pour ces 11 films une moyenne approximative de 388 389 110 dollars de rentabilité au box-office. Bon alors vous allez me dire on s'en bat les couilles de tous ces chiffres et on n'est pas dans un feat Stavo Friscorleone, mais néanmoins j'adore ce genre de truc de merde et en plus ça va être utile pour la suite car les Nouveaux Mutants va occuper une place assez surprenante au sein de ce classement. Donc voilà, à ce moment la saga X-Men floppe pas encore et du coup la Fox accepte la proposition de film Rated R
basé sur les Nouveaux Mutants. Sauf qu'après le scénario rendu par Boone et Gneightley, c'est-à-dire le scénariste qui bosse avec, la Fox sera pas chaud de ouf. En effet, la première version du script était un spin-off se déroulant dans les années 80 selon une source très proche et anonyme rapportée par Vulture, et avait des liens avec les autres opus de la saga X-Men. Donc des mutants déjà apparus auraient dû être dans le film, comme par exemple le professeur Xavier ou encore Beast. Et l'ambiance était pas du tout la même que celle qu'on a eue dans le film sorti en 2020, puisque le scénario explique que le film se veut trash par son humour, et il y a un ton un peu punk rock pour citer la source, et pourrait même être comparé à un hybride horrifique de Breakfast Club, le réalisateur s'en servant comme influence. Mais tout ça ainsi que d'autres choses que je citerai plus tard n'ont pas été faites car la Fox n'était pas emballée et ne voulait pas perdre trop d'argent dans ce film. Ils ont alors réduit bien comme il fallait le budget de celui-ci. Du coup, une fois la production lancée, c'est un peu comme dans le film 2012, vous voyez, c'est une catastrophe, ou comme aurait dit un vieux philosophe, ça serait même la cravatastrophe. La cravatastrophe. Et si le film a changé 5 fois de date de sortie, c'est qu'il y a des raisons. Mais on va revenir sur cette source proche de la production du film qui justement nous décrit une production plus que chaotique. Mais revenons-en du coup pour mieux comprendre au scénario d'origine, à l'humour grossier et au ton punk rock. La Fox est pas giga fan de l'idée. Voilà. Et du coup va engager d'autres scénaristes pour toucher au scénar. Mais par-dessus ça, Boone reviendra toucher aux réécritures en réécrivant par-dessus. Au final, pour la Fox et Simon Kinberg, qui est du coup le producteur des films X-Men depuis 2006, ça va toujours pas. Boone et Lee sont vraiment réticents à l'idée de toucher leur scénario initial. Mais bon, les choses se feront et après moult touches sur le scénario, le tournage du film se déroulera. Mais là aussi, ça va pas. Et oui, ça va pas parce que tout ce qui a été fait visuellement, donc du coup tout ce qui avait été tourné, la Fox était pas convaincue quoi, ils aimaient pas du tout. Voilà, tellement pas que le studio aurait apparemment essayé de voir s'il pouvait pas jeter le film entier pour tout recommencer du début avec tout simplement un reshoot intégral du film. Ceci aura donc pour conséquence de repousser une première fois la sortie du film, passant d'une sortie en salle prévue pour le 4 avril 2018 à une sortie prévue pour le 14 février 2019. Pendant ce temps-là, les rumeurs enfleront comme jaja. Ça parlerait du coup d'un possible reshoot qui touche plus de la moitié du film, de nouveaux personnages intégrés dans ces reshoots-là, et le fait que le rachat de la Fox par Disney empêche une sortie. Car oui, comme si ça suffisait pas, rentrera un new challenger, Disney. Le 6 novembre 2017, il est révélé que des premières discussions d'un possible rachat de la Fox par Disney étaient en cours. La transaction s'est finalisée finalement en mars 2019, et ce rachat comprend alors la 20th Century Fox Film Corporation et les sociétés de production leur appartenant, comme Blue Sky Studio, la 20th Century Fox Television, etc. Et ça veut dire que les projets en cours de production par la Fox sont maintenant gérés par Disney. Et ça va poser problème parce qu'on va pas se mentir, mais les films X-Men, c'est pas ce qui préoccupe le plus Disney. Surtout quand il y a un MCU qui est beaucoup plus gros et populaire à gérer à côté. Mais bon, les projets sont dans le four et Disney n'a pas le choix que de terminer le plus vite possible les films en cours. Surtout pour pouvoir utiliser le plus tôt possible les mutants dans l'univers Marvel Studios. Cette fusion aura pour conséquence sur le film un énième report. Cette fois-ci pour avril 2020. Alors, qu'est-ce que le pourquoi du comment? Déjà le flop de Dark Phoenix a très clairement pas aidé Disney à vouloir s'investir dans le projet, mais bon, avril 2020 risque aussi de ne pas être la date de sortie du film, car selon Variety, Disney serait embarrassé par le film. En gros, le film serait pas du tout convaincant et des rumeurs voudraient que la société aux grandes oreilles annule tout simplement et purement sa sortie au cinéma. Et plus tard, le film sera encore repoussé, mais cette fois-ci, il y aura une raison. L'information fait maintenant les gros titres de la télévision chinoise. Le nombre de malades atteints par le nouveau type de coronavirus a triplé au cours des 24 dernières heures. Plus de 130 nouveaux cas ont été répertoriés à Wuhan et pour la première fois, le virus a été détecté sur plusieurs personnes à Pékin et Shenzhen. Je pense vraiment pas qu'il y ait d'épidémie en France. Il y aura des cas isolés peut-être, oui, mais il n'y aura pas d'épidémie parce qu'on sait faire, on sait contenir, on sait isoler ses patients. 138 nouveaux cas détectés ce jeudi en France. Au total, 423 personnes contaminées sont désormais recensées. J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. La Covid-19. En plus de foutre une couche sur le chaos total de la production du film, fout
tout le monde du cinéma dans la bonne grosse merde, hein, on va pas se mentir. Donc l'idée de balancer le film sur Hulu vient de plus en plus se hisser dans la tête des gens, les articles commencent donc à pulluler, mais finalement le film sortira en août en salle, après 5 dates différentes, le faisant alors sortir de sa malédiction. Donc on va se poser calmement pour faire le bilan, car ce bilan c'est une production désastreuse du coup, avec entre autres des gros désaccords du scénario et de montage entre la Fox et le réalisateur Josh Boone, un film qui est sans cesse repoussé et donc qui perd la hype, et ça c'est assez important de le souligner, même si j'en ai pas parlé, mais à la fin le film avait sûrement perdu plus de la moitié de l'engouement qu'il avait créé, ce qui fera aussi souffrir la promo du film qui est devenue quasiment inexistante, voilà, parce que même moi qui étais le premier à vouloir voir le film, j'avais tout simplement oublié qu'il était sorti quoi, mais en même temps c'était pas non plus hyper facile et ça devait forcément casser les couilles à Disney de devoir promouvoir le même truc tous les 5 mois, et surtout quand de base le projet plaît pas forcément au studio, ou même quand celui-ci n'y croit pas du tout en fait. Mais rassurez-vous, vous spectateurs qui étiez pas du tout les seuls à avoir peur que le film puisse finalement passer à la trappe, car c'était aussi le cas de certains acteurs. Et oui, parce que le tournage du film a eu lieu du 10 juillet 2017 au 18 septembre 2017. Pour vous situer, Maisie Williams, l'actrice qui joue Felina, venait d'avoir 20 ans et enchaînait après ce tournage, quelques mois plus tard, le tournage de la 8e et dernière saison de Game of Thrones, qui a commencé le 23 octobre 2017 et qui s'est terminé en juillet 2018. Ça, du coup, plus les reshoots jugés nécessaires mais qui n'ont pas pu s'effectuer tout simplement parce que depuis le tournage, tous les acteurs avaient vieilli, ça fait se poser beaucoup de questions. Mais du coup, oui, Maisie Williams et même Charlie Heaton avaient fait part de leur inquiétude dans des interviews, mais au final, on va faire un bond dans le temps et clôturer cette partie, parce que ça pourrait durer au moins 1 heure vu l'étendue des dégâts de cette production totalement catastrophique. Maisie Williams, du coup, s'exprimera à nouveau en février 2020 chez Radio Times et parlera notamment des raisons du retard et de la mauvaise réputation que le film a pu acquérir durant le fiasco qui ont mené le film à être repoussé éternellement. Cela avait beaucoup à voir avec la fusion, donc le rachat de la Fox qui détenait les droits d'exploitation des X-Men au cinéma par Disney. Et je pense que le film a souffert d'une mauvaise réputation, et les gens pensaient qu'il était nul, mais honnêtement, je pense qu'il a été juste salement affecté par quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec les Nouveaux Mutants sortis le 26 août 2020. Le film commence, bon, évidemment ça va spoil un peu, donc je vous conseille, si jamais vous comptez voir le film, de le regarder avant de regarder la suite de cette vidéo. Et du coup on suit Daniel Moonstar, aka Psyché, si vous avez suivi un peu, qui est en plein milieu d'un drame. Fuyant le danger, le père de notre protagoniste retourne pour aider les survivants de la catastrophe. Sauf qu'une créature étrange et mystérieuse tuera celui-ci. Dan sera la seule personne ayant survécu à cette tragédie et se réveille dans une chambre ressemblant à un hôpital. On fait donc la rencontre du personnage qui sera important pour la suite, c'est-à-dire celui du docteur Cecilia Reyes, une mutante qui a la capacité de créer des champs de force et qui tient un hôpital pour les jeunes mutants, avec entre autres déjà dedans Rain interprété par Maisie Williams, Sam Guthrie interprété par Charlie Heaton, Roberto D'Acosta interprété par Henry Zaga et enfin Eliana Rasputin interprétée par l'incroyable Anya Taylor-Joy, que vous avez sans doute pu découvrir récemment avec la superbe série Netflix Queen's Gambit, le jeu de la dame en français, que je peux recommander à 10 000% parce que c'est tout simplement trop bien. Bref, streamer Queen's Gambit. Cecilia explique alors à Dani qu'elle est une mutante et que du coup, comme les autres résidents de l'hôpital, devra rester là jusqu'à ce qu'elle puisse contrôler ses capacités. Parce que Dani n'est pas la seule à avoir des capacités mutantes, puisque c'est aussi logiquement le cas des autres résidents. Eliana Rasputin possède des capacités qu'on découvrira plus tard, notamment en fin de film avec une scène plutôt sympa mais décevante en termes de potentiel sur tout le film. Sam a une super vitesse, Roberto contrôle l'énergie solaire et Rain peut se métamorphoser en loup. On a donc là notre équipe du film des Nouveaux Mutants avec 5 jeunes, 5 personnages ayant une personnalité bien différente l'une des autres, puisque Roberto sera le débile bof du groupe. Qu'est-ce qui déconne chez toi? Iliana. C'est une junkie, je suis sûr. Ou une nympho peut-être. J'espère. Rain sera la personne bienveillante et support du personnage principal qui est Dani, et Eliana Rasputin qui est une sombre connasse. Non, excusez-moi, c'est l'ado rebelle. Allez-y, regardez comme elle est rebelle. Salut, danser avec les loups. Tu veux des ailes de poulet? Non, c'est le bison que vous préférez, vous les Indiens. Non, mais ça c'est pas être rebelle, c'est juste être une connasse raciste. Forcés de cohabiter ensemble en pensant être formés pour devenir des futurs X-Men, des conflits se mettent à se créer car entre Dani et Eliana, c'est très clairement pas l'amour fou. Et c'est qu'un point parmi tant d'autres pour Dani qui en a ras le cul et qui surtout culpabilise beaucoup par rapport à la mort de son père et de ce qui s'est passé à sa réserve. Et c'est donc pour ça qu'elle tentera de se suicider. Sauf que Felina la surprendra et l'aidera. Les deux deviendront amis et après quelques heures, enfin un ressenti, sinon je pense
ce qui s'est très clairement passé maximum une semaine, jamais ma bite à couper. Elles s'embrassent et du coup se mettent en couple, je suppose. Alors l'idée est cool, là, vraiment ça peut être bien, surtout que c'est pas un truc fait pour le fanservice mais que ça sert vraiment à quelque chose. Même si je dis pas le fanservice c'est pas forcément quelque chose de mauvais, ça dépend le point de vue. Mais là... Enfin bref, c'est précipité comme pas possible, et on en vient là à un problème du film, le développement des personnages qui est soit forcé, soit inexistant, ou du moins pas assez appuyé pour qu'on en tire quelque chose d'intéressant, ce qui est plutôt pas de chance dans un film qui exploite les traumas de chacun des personnages. Car oui, chacun des personnages va commencer à avoir des visions et moultes hallucinations étranges, représentant le traumatisme et la plus grande peur de chacun. Comme par exemple, on va prendre une scène où Roberto veut pécho Anya Taylor-Joy dans la piscine, comme environ 90% des êtres humains normalement constitués sur Terre, mais qui va finir par se retrouver en face de sa petite amie morte carbonisée, pendant que le personnage d'Anya, donc Eliana, était en fait pas du tout dans la même pièce que lui. C'était donc une illusion. Rain aussi vivra une illusion de son côté, car elle sera victime d'une agression sous sa douche par le révérend de son village, dont elle racontait plus tôt dans le film qu'il avait déjà presque battu à mort suite à la vue de sa transformation en louve. Sam quant à lui se retrouvera dans une mine avec plein de mineurs au travail, où il verra son père... Papa ? Qu'est-ce que tu as fait ? Avant qu'une explosion et les mineurs le propulsent hors de cette vision. Eliana, elle, aura une vision étrange. Un monsieur à la morphologie horrifique avec un masque effrayant s'approche du lit où elle se trouve. Mais bon, avant d'en arriver là, Danny et Eliana s'embrouilleront. Danny volera donc la marionnette que Ellie garde sans cesse avec elle, qui est Lockheed, mais bon, ça on reviendra sur ça plus tard. Et on découvre également sur notre écran le pouvoir giga stylé d'Eliana, qui a un potentiel de ouf, mais plus on avance dans le film, plus on se rend compte que celui-ci n'est qu'une succession d'idées pas dégueu gâchées. On en déduit plus tard que tout ce bordel est causé par Danny qui ne contrôle pas son pouvoir. Le docteur Reyes s'isole donc avec, l'attachant à un lit d'hôpital, mais de son côté Felina flaire que quelque chose cloche, et elle a raison. Mais avant de découvrir le plot twist, les messieurs de la vision d'Eliana apparaissent au sein du foyer. Voyant la scène de ses propres yeux, Illy et Sam sont attaqués par ces hommes grimaçants. Felina de son côté sait que quelque chose de pas ouf se passe pour revenir à elle, et elle a raison car Reyes est en train d'euthanasier Danny. Mais finalement, elle sera in extremis sauvée par sa copine, qui surgira sur le docteur Reyes, lui griffant violemment le visage. Les jeunes se retrouvent et on en apprend donc un peu plus sur les intentions de la docteure. En réalité, nos nouveaux mutants ne sont pas ici pour devenir des X-Men, mais pour devenir des tueurs au service d'Essex Corporation, une organisation que vous avez sans doute pu voir dans X-Men Apocalypse, Deadpool 2 ou bien Logan. Les mutants sont donc bloqués. Reyes a mis des champs de force autour de tout le bâtiment pour pas que les 5 jeunes s'échappent. Ils partent alors à la chasse de celle-ci pour la tuer, sauf que quand ils sont en face d'elle, elle créera des champs de force autour d'eux, les faisant prisonniers. Reyes va alors continuer son plan, tuer Danny. Mais le traumatisme et la plus grande peur de Danny va ressurgir et invoquera le monstre qui est à l'origine de la destruction de sa réserve. Monstre qui tuera le docteur Reyes, supprimant donc tous les champs de force qu'elle a pu créer. Les nouveaux mutants vont alors, en guise d'ultime affrontement, terrasser l'ours géant. Et là, on a le droit à la scène la plus badass du film, qui va nous faire nous rendre compte que du coup celui-ci aurait pu être tout simplement grandiose. Eliana ouvre plusieurs portails, on y voit les limbes, on y voit surtout Lockheed en action, dans un affrontement qui est plutôt court, mais qui du coup nous a offert quelques idées trop cool, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, seront mal exploitées. Bon allez, on va s'empresser de terminer, et au final Danny fera face à son traumatisme en prenant le dessus sur lui. L'ours est battu, l'équipe est contente, Roberto est à poil, et ils partent de ce qui était leur prison. Et c'est comme ça que se terminent les nouveaux mutants. Mais alors au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce film? Certes, Josh Boone défend dur comme fer le fait que c'est bien son film qu'on aurait vu au cinéma, mais quelque chose ne va pas, et pour comprendre ce qui cloche, il faut se remettre en mémoire beaucoup de choses. Les réécritures, les tensions entre les scénaristes et la production, et surtout qu'au final, le film initial n'était pas de ce ressort, et pour ça, faut revenir du coup à une version antérieure du projet d'un film des Nouveaux Mutants. Car dans une interview accordée à Entertainment Weekly, le réalisateur avait avoué que l'histoire devait être initialement plus connectée à l'univers X-Men. Mais sauf qu'au fur et à mesure du développement, ce concept-là s'est éloigné de plus en plus pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est pas peu de le dire. Toujours selon IDW, Tornade, Charles Xavier et The Beast devaient être de la partie. Pas de Reyes dans cette version-là, Xavier devait nommer Tornade comme responsable d'une école de nouveaux mutants, située dans un ancien hôpital. Éloigné des autres car ils ne contrôlent pas leurs capacités, les 5 protagonistes dans cette version sont les mêmes. Même si on devait retrouver dans celle-ci Warlock, un extraterrestre mutant dans sa race, et d'ailleurs Sacha Baron Cohen était en discussion pour avoir le rôle. Mais bon, on le sait, au final le film est passé par de nombreuses réécritures comme on a pu le dire plus tôt, toujours selon cette source proche de la production. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette adaptation des Nouveaux Mutants? Bah pas grand chose au final, car si de nombreuses bonnes idées sont présentes dans le film, elles sont tout simplement mal exploitées.
C'est le cas de Lockheed par exemple, qui est pas du tout exploité à sa juste valeur, ou encore toutes les capacités des mutants, car à part Danny et Felina, les autres on peut facilement oublier leur utilité. Enfin là je parle pas d'Eliana Rasputin, parce que c'est pour moi le plus gros gâchis du film. Ce personnage a tellement de choses à proposer qu'on n'a même pas pu l'avoir au maximum de ses capacités. On a vite fait vu les limbes, et encore là c'était mal géré, tout simplement parce que le film passe trop vite en revue la chose, et dès qu'on se met à kiffer un moment, on a à peine le temps de cligner des yeux que celui-ci est déjà passé. Mais bon, si on veut essayer de défendre, on peut toujours dire que ce film servait d'introduction pour les 2 prochains qui étaient censés voir le jour. Mais bon, c'est quand même dommage. Après, Les Nouveaux Mutants n'est pas non plus à chier. Il y a certains bons moments, mais néanmoins ça reste une bonne grosse déception. On voit les idées de base, on voit le côté horrifique qui montre que ça aurait dû être un film d'horreur. On voit que les origines des personnages ont été travaillées, mais malheureusement le film peine vraiment à retranscrire le tout à l'écran. Du moins c'est mon ressenti sur la chose. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous voulez voir un vrai film d'horreur tout en profitant totalement du jeu de certains acteurs des Nouveaux Mutants et en appréciant la réalisation du film en question, je peux vous conseiller Le Secret des Marrowbone avec Anya Taylor-Joy et Charlie Heaton. Vraiment le film est sympa et j'ai beaucoup aimé la réalisation et le scénario de Sergio Gutiérrez Sanchez. Voilà, c'était la petite parenthèse. Mais sinon, pour revenir aux Nouveaux Mutants, on va reprendre le tableau plein de chiffres qu'on a fait au début. Et donc on va également revenir sur la moyenne de rentabilité au box-office des films X-Men, qui est de 388 389 110 $. Toujours en rappelant que parmi eux, le film qui a le moins rentabilisé son budget est X-Men Dark Phoenix, avec seulement 252 442 974 $ pour un budget de 200 millions de $. Maintenant, il est temps de placer les Nouveaux Mutants sur ce tableau. Avec un budget de 67 millions de $, le film prendra la place de dernier. Eh oui, puisque celui-ci a rapporté 39 400 000 $. On est donc sur un profit de moins 41,19%. Voilà, en gros c'est pas un profit quoi, c'était une blague. Alors oui, le film a beaucoup perdu, et on pourrait voir ça comme une catastrophe, mais en réalité ça peut être justifié. Que ce soit avec la promo inexistante, les reports de date et surtout la crise sanitaire qui touche le monde, le flop est immense mais justifié. Mais bon, comme je l'ai dit, oui, le flop est immense, et c'est pas le co-créateur des personnages des comics qui dira le contraire. Car Bob McLeod, dans un post Facebook, a dit clairement ce qu'il pensait du film sans faire absolument aucun détour. Je pensais que faire des Nouveaux Mutants un film d'horreur était peut-être une idée intéressante, même si ce n'est pas du tout la manière dont le grand public doit percevoir les personnages. Mais hey, mes personnages dans un film, jamais je n'ai imaginé que ça pourrait un jour arriver. Mais alors, qu'est-ce que j'ai été déçu. J'ai été déçu qu'il ne donne pas des tresses à Danny, même si j'aime bien Blue Hunt. J'ai été déçu que Rain ne soit pas une rousse avec des cheveux hérissés, bien que j'adore Maisie Williams. J'ai été déçu que Sam ne soit pas grand et maladroit, même si j'aime bien Charlie Heaton. Mais surtout, j'ai été déçu que Roberto D'Acosta ne soit pas petit et noir. Un nouvel exemple de whitewashing hollywoodien. Et en plus, le film est enfin sorti et apparemment, ils ont crédité un certain Bob McLeod avec un A en tant que co-créateur. En 3 ans, ils n'ont pas pris la peine de vérifier la manière dont s'appelle mon nom. Et ça ne peut pas être modifié. Ça sera sur le film pour toujours. Je crois que j'en ai fini avec ce film. Eh ben, nous aussi, je crois qu'on a fini avec ce film. Et c'est sur ces sages paroles qu'on va se laisser. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter le naufrage de production qu'a eu les Nouveaux Mutants. Mais avant de clôturer cette vidéo, je souhaite vous remercier. Vous êtes de plus en plus présents sur la chaîne, et ce depuis plus d'1 an. Vous voyez, la qualité s'améliore. Je grossis un peu, mais ça c'est à cause des fermetures des salles. Hein. Bien sûr, je reviendrai comme ça, avec le muscle et tout, et voilà. Mais donc du coup je vous dis merci, et sur ce je vous dis à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques, et d'ici là lisez des comics, et au fait je l'ai pas dit mais bonne année, ciao.